Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est le paradis en somme. On construit le paradis sans le savoir, en l'ignorant, et depuis qu'on s'est séparé des autres primates, nous travaillons à ça. Toutes les générations qui ont permis à l'humanité d'évoluer, les premières qui ont travaillé sur notre qui ont travaillé sur notre corps, sur la position debout, sur l'évolution du cerveau, sur la dextérité, etc., qui ont modifié notre corps. C'est nos frères humains, c'est nos ancêtres. Hein. Et donc, ils ont travaillé autant que nous travaillons à l'évolution de l'humanité. Les chasseurs-cueilleurs plus tard, ceux qui ont commencé à faire l'agriculture, ceux qui sont partis s'adapter à tous les environnements, dans les glaces de l'Antarctique, dans les forêts amazoniennes, etc., qui ont construit les premières structures sociales en Afrique, etc. Tous ces êtres humains, ce sont nos frères, ce sont nos ancêtres, ce sont nos parents, en somme. Et donc, ils ont travaillé, sans le savoir, à l'évolution de l'humanité vers ce paradis dont je parle. Et nous, on continue, on arrive vers cette finalité. Hein. La plus grande partie du travail a été réalisée. Tout ce que, depuis des millions d'années d'évolution, la plus grande partie de notre travail évolutif a été réalisée. Maintenant, il reste quelques siècles pour atteindre cet état paradisiaque, cet état d'ultime perfection. Mais c'est notre but, c'est notre destinée obligatoire. On ne peut pas, à mon sens, échapper à ça, en dehors de si le principe créateur, parce que je pense que ce vouloir vient de quelque chose au-delà de nous. Hein, il y a ce que les religions appellent Dieu, le divin, ou le vide quantique pour les scientifiques, etc. Peu importe comment on appelle cette puissance à l'origine de l'univers, mais en fait, tout est déterminé par lui, par cette puissance, par lui, c'est difficile de dire lui, par ce X, cet inconnu dont nous ignorons tout, mais qui a déterminé tout ce que nous faisons. Et donc, en dehors de un vouloir qui serait que l'humanité s'arrête avant d'avoir atteint cette finalité, je ne vois pas comment on peut arrêter. Bien entendu, il y a le danger de la guerre, de nous-mêmes, de nous autodétruire, etc. On voit bien qu'on est maintenant très proche de cette possibilité. Mais on l'a été souvent proche de cette possibilité. Et en réalité, ça fait partie du chemin, ça fait partie des peurs qui sont importantes pour nous canaliser, pour nous obliger à évoluer. Voilà, il y a eu ce dernier virus qui a motivé l'ensemble de la planète. Ce qu'on peut retirer, c'est pas la dangerosité de ce virus, c'est ce qu'il nous a obligés de faire. Il n'a pas exterminé la population humaine. Simplement, il nous a obligés à nous fédérer, à apprendre à tout arrêter d'un seul coup, à travailler ensemble, même sans en avoir vraiment l'intention, parce que l'égoïsme est resté pendant cette période-là. Ceux qui pouvaient se chipper des masques aux autres, ils le faisaient. Enfin, c'était au niveau des États, je parle. Hein. Donc, on est resté sur cette idée primaire, mais en même temps, on a réussi quelque chose de collectif
et universel. Et ça, c'est ce qui est le plus important de cette expérience-là. Voilà. Alors, pour faire évoluer cette théorie, je m'appuie sur des vidéos que j'écoute ou des audios que j'écoute. Et là, depuis quelques jours, j'écoute dans une série Karl Marx aujourd'hui sur l'émission de France Culture avec philosophie, animée par Géraldine Moulman. Eh bien, j'ai fait déjà trois vidéos il y a quelques jours. Et là, je vais reprendre toutes ces 4 vidéos. On va les écouter et je vais y mettre mon grain de sel et puis essayer de démontrer ma théorie en m'appuyant sur ce qui est dit par ces grands philosophes qui sont invités. Alors là, il y a Michael Lowy, philosophe et sociologue, auteur de Franz Kafka et de Rosa Luxembourg, L'étincelle incendiaire, et Pauline Kloschek, maîtresse de conférences en philosophie. Voilà. Donc, c'est eux qui sont les intervenants de ce premier épisode. Je le lance et on commente. France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. C'est de l'œuvre de Karl Marx que nous parlons cette semaine et nous nous demandons ce qu'il en reste par-delà les marxismes divers et nous reviendrons au texte. Premier épisode, 1841-1844, Marx et le jeune hegelianisme, de l'adhésion à la rupture. En 1841, Karl Marx est un jeune homme de 23 ans qui achève sa thèse de doctorat après avoir fait des études de droit à Bonn et de philosophie et d'histoire à Berlin. Il comprend que ses chances d'entrer à l'université sont nulles compte tenu de ses engagements intellectuels. L'université est aux mains de disciples de Hegel qui tirent l'œuvre de ce dernier vers un culte de l'État et de l'autorité propre à servir le régime prussien. Avec ses amis, dits les jeunes hegeliens, Marx voit les choses autrement. Et c'est dans un journal, la Gazette rhénane, qu'il s'exprime, en défiant la censure et en voyant ce journal interdit en 1843. Marx part alors en exil. Alors, donc on voit que c'est un révolutionnaire, c'est un atypique, c'est quelqu'un qui n'est pas, qui ne veut pas être dans faire de concessions avec un système où pour survivre, il faut faire des concessions, et même dans le milieu universitaire, etc. Donc, c'est tout l'intérêt de sa créativité, et c'est logique que tout un tas de penseurs autour de lui en ont décelé ce côté atypique, justement, ce côté extraordinaire, voilà, de Karl Marx. Et c'est pour ça que sa théorie est quelque chose de très important pour l'évolution de l'humanité. À Paris, et là, ces différends qui commencent à poindre avec les jeunes hegeliens deviennent des gouffres. La crise intellectuelle et politique de Marx en 1843 accouchera d'une pensée originale dans laquelle la théorie et ce qu'il appelle la praxis s'unissent d'une manière inédite. Naît le concept de lutte de classe et se formule l'espoir d'une révolution ultime capable de mettre fin un jour à cette lutte de classe. Les textes de Marx de 1844 sont d'une vigueur étonnante. C'est cette période, donc 1841-1844, dans la vie de Marx que nous analysons ce matin. Alors la praxis, c'est en fait, je pense, parce que je ne suis pas très pointu en technique philosophique, mais je pense que c'est la mise en pratique des choses pour quelque chose. Voilà. Donc que l'action est importante. Il y a la réflexion, il y a la théorie, mais l'action est importante pour Marx. Voilà, il se distingue un peu des philosophes qui pensent que
la pensée peut changer les choses. Et effectivement, la pensée peut changer les choses. Mais Marx veut mettre l'action après la pensée. La pensée arrive, elle est là, mais il faut qu'il y ait l'action pour que vraiment les choses se réalisent. Bonjour Michael Levy. Bonjour Géraldine. Vous êtes philosophe, directeur de recherche émérite du CNRS, auteur d'une œuvre importante. Ce matin, vous avez accepté de revenir vers le sujet qui était déjà celui de votre thèse, publiée en 1970 chez Maspero, qui s'intitulait « La théorie de la révolution chez le jeune Marx ». Il faut dire qu'elle vient d'être republiée en 2022 aux éditions Sociales. Et bonjour Pauline Clochec. Bonjour. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'université d'Amiens, et vous vous apprêtez, vous, à publier votre thèse sous le titre « Marx, jeune hegelien, 1841-1844 ». Par ailleurs, vous avez fait paraître aux éditions Sociales, avec Alix Bouffard, une nouvelle traduction des textes de Marx publiés en 1844 dans les Annales franco-allemandes. Alors, Karl, satisfait? Alors ça, c'est un Si film je suis satisfait, je te qu'il remercie. faut que je vois et que je conseille C'est de un peu voir. grâce à ton œuvre que nous en sommes arrivés là. J'avoue qu'il y a deux choses dont je me satisfais. L'effet produit par mon article et la perspective de confronter enfin le despotisme prussien à visage découvert. Tout ça me ravit, oui. Et le fait que nous serons interdits, que le journal va être anéanti et notre parole muselée. Et qu'on va finir en prison. J'aurais de faire quoi? J'aurais de me taire, me laisser censurer, me contenter de banales allusions comme vous le faites? Allons donc. Rendez-nous justice. De quoi sommes-nous victimes si ce n'est de notre succès? Un succès que nous devons avant tout au texte de Karl, reconnaissez-le. Qui nous ont menés où? À notre mort. Joli succès. Chapeau bas, bravo Karl. Messieurs, nous ne capitulerons pas, n'ouvrez pas cette porte, ils vont nous massacrer. Et alors? Arrêtez, sûrement pas. Taisez-vous maintenant. Assez. Qu'avons-nous à craindre? Qu'ils anéantissent la Gazette rhénane, ou qu'ils nous musellent un temps, ils ne pourront pas nous empêcher de penser. Vous venez d'entendre un extrait du film de Raoul Peck, Le jeune Marx, un film de 2017. Et il s'agit d'une scène qui se passe sans doute en 1842, oui, puisque dès janvier 43, la Gazette rhénane est interdite. Donc à la rédaction de cette Gazette rhénane, die Rheinische Zeitung. Autour de Marx, on entend plusieurs jeunes hegeliens qui participent au journal. Max Stirner, les deux frères Bauer, Bruno et Edgar, il y en a d'autres. Et les textes, évidemment, de Marx sur la liberté de la presse, notamment âprement défendue contre le pouvoir prussien, mais certes le journal en danger. Néanmoins, la tension qu'on entend entre les jeunes hegeliens et Marx est peut-être un peu excessive, c'est-à-dire que le réalisateur Raoul Peck a sans doute un peu injecté déjà là la très grande dispute qui aura lieu entre les jeunes hegeliens et Marx un peu plus tard, disons fin 1843 et toute l'année 1844. Pauline Clochec, qui sont les jeunes hegeliens politiquement et intellectuellement? Alors, on voit à quel point Marx était non seulement courageux, mais en plus, on peut dire novateur. Il voulait vraiment changer les choses. Et révolutionnaire, évidemment. Il voulait révolutionner un monde qui le révoltait, en réalité. Voilà. Et dont beaucoup se contentent de le regarder. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de changements rapides dans l'humanité. Mais en fait, c'est comme ça que ça doit se faire. Les novateurs ne peuvent pas être trop puissants parce que les changements seraient trop brutaux. Et évidemment que si le marxisme était passé d'un seul coup, s'était imposé avec ses nouvelles idées d'égalité, de fin de la propriété, etc., ça aurait été trop violent. D'ailleurs, on voit quand ça a été, quand l'URSS, la Russie, les bolcheviks ont essayé de l'imposer, et l'ont imposé pendant quelques décennies, le communisme, c'est-à-dire le partage absolu des choses, le fait de mettre tout en commun, l'égalité
l'égalité fondamentale puissante, on voit que c'était quasiment insupportable pour une grande majorité. Peut-être aussi parce que ça s'est fait contre la liberté, alors qu'ils auraient très bien pu en même temps mettre la liberté. Le problème des communistes, c'est que ils étaient harcelés par le capitalisme qui voulait surtout pas laisser passer ce type d'idées parce qu'il en allait de leur survie. Les capitalistes, c'est les dominants qui thésaurisent les privilèges. Et là, d'un seul coup, l'égalité, ça faisait tomber des milliers d'années de privilèges qui se transmettaient de dominant en dominant, comme ça. Et d'un seul coup, là, leur domination, leur pouvoir était en danger. Donc, quoi qu'il arrive, les Américains, parlons clairement, hein, le capitalisme américain, le capitalisme occidental, européen, aurait fait tout pour faire tomber le communisme. Se serait investi pour voilà, comme aujourd'hui on voit l'influence de l'Occident avec les révolutions orange, les révolutions machin, un peu partout dans le monde. Chaque fois qu'un système ne plaît pas à l'Occident, ils se débrouillent pour le faire tomber, pour faire une révolution. On l'a vu quand Allende s'est imposé au Chili. Et voilà, il y a tout de suite eu une révolution. Ils ont pris un dictateur, ils l'ont soutenu, l'ont poussé. Et voilà, ils ne voulaient surtout pas des idées progressistes incroyables qu'a mené Allende. Donc, on voit que il y a cette lutte entre les deux. Alors, est-ce que le communisme en Russie à partir de 1917-1920, est-ce qu'il aurait pu préserver l'égalité, donc la liberté, je veux dire, en même temps que l'égalité, c'est probablement, mais il a écarté deux choses qui ont été mal comprises, je pense, de Marx. Donc l'idée que la religion c'était quelque chose, c'était l'opium du peuple, donc il fallait l'écarter, alors que l'idée, ce qui aurait permis de prolonger le communisme et peut-être de l'imposer sur le capitalisme, c'était de préserver, de maintenir la liberté de conscience, la liberté religieuse. Chacun pouvait aller à son culte, donc préserver l'Église, préserver les religions. Alors, s'ils ne l'ont pas fait, les communistes, c'est peut-être parce que aussi la religion, elle était du côté du pouvoir et elle avait un pouvoir, elle avait des terres, elle voulait pas mettre en commun tout ce qu'elle avait accumulé comme richesse. Donc les dominants des religions auraient sans doute travaillé à démolir le communisme, à le faire tomber. D'ailleurs, c'est le Vatican en gros, hein, c'est Jean-Paul II qui réussit en mettant un coin dans la porte de la Pologne de faire vraiment tomber le système. Donc il y avait un travail commun entre le capitalisme et le communisme et le christianisme pour faire tomber cette vision communiste qui amener des choses vraiment novatrices. Et on ira. Le communisme, il n'est pas fini. C'est pas quelque chose qui est passé. C'est quelque chose qui est à venir. On arrivera à la fraternité proposée par le communisme, l'égalité proposée par le communisme, le partage proposé par le communisme, la fin de la propriété privée,
etc., etc. Tout ça, c'est l'avenir. On va vers ça. Quand je parle du paradis vers lequel nous allons, c'est un paradis comme ça. La mise en commun de tout, la fin de la propriété privée. C'est simplement, quand ça a été pensé au 19e siècle, c'était trop novateur. Et aujourd'hui aussi, c'est encore trop novateur. Mais il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais dans 3, 4, 5 siècles, je ne sais pas combien, on aura atteint ce degré où les gens auront compris que la mise en commun, c'est plus intéressant que d'avoir une propriété privée. Même pour ceux qui détiennent toutes ces richesses. Par exemple, un milliardaire, il a du mal aujourd'hui à dire ben, je donne tout et puis voilà, c'est quelque chose, tout devient public, tout appartient à l'humanité, simplement parce qu'il ne comprend pas ce qu'il y a en face du plaisir de posséder, du plaisir d'avoir de la puissance que ça donne, du pouvoir que ça donne, de la liberté que ça donne d'être dans cette richesse. Mais parce qu'en face, il ne voit pas tout ce que ça engendre comme mal de vivre, comme ce qui est pas forcément positif derrière. Et ce négatif, il sera éclairé par l'avenir. Et donc les gens comprendront qu'il vaut mieux ne rien posséder et donc être dans un monde où tout appartient à tout le monde. Il y a plus de plaisir à retirer, de bonheur en fait, parce que c'est ça, ce qui est derrière, c'est le bonheur d'atteindre l'état d'extase. L'état d'extase, c'est pas à travers la possession, c'est pas à travers la richesse, à travers le pouvoir qu'on l'a. C'est au contraire quand on est débarrassé de tout ça. C'est quand on a l'esprit totalement libéré de toutes ces contraintes. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprends dans la foulée. Alors n'oubliez pas, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt universel et que cette théorie de l'avenir, eh ben, de mettre des pouces, de vous abonner, d'envoyer le lien à vos amis et d'aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'ai écrit toute cette théorie il y a déjà très longtemps. Et vous avez le lien en dessous de toutes les vidéos. Merci de votre écoute, à bientôt.